Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire. Que vous soyez de France, de Belgique, de Suisse, Luxembourg ou du Québec. Je suis Erwan Deschamps, représentant commercial pour Automation Studio et serai accompagné aujourd'hui de Jackie Duhamel. La semaine dernière, nous avons exploré toutes les nouveautés de la version éducationnelle pour une utilisation en formation. Aujourd'hui, nous allons couvrir les nouveautés sur le nouveau module Graph7 et SFC. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le système de boîte de dialogue. Nous les couvrirons à la fin pendant la séance de questions-réponses. La session est enregistrée et vous sera envoyée après notre rencontre. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jackie. Jackie, c'est à toi. Un nouvel atelier SFC Graph7 fait partie des nouveautés d'Automation Studio. Lors de la sélection d'un document SFC Graph7, le modèle Graph7 IEC 60848 est proposé. Cet atelier suit les exigences du standard international qui porte sur les langages de spécification Graph7 pour les diagrammes fonctionnels de séquence. Cet atelier est surtout utilisé comme outil de spécification du comportement d'un automatisme, pas comme un outil de programmation. Des nouvelles commandes permettent de sélectionner les graph-sets partiels qui composeront le graph-set global. Selon le standard, il est possible d'assigner un des trois comportements suivants à un graph-set partiel: forçable, encapsulation ou expansion d'une macro-étape. Après avoir sélectionné le type de graph-set partiel, on l'entoure pour le délimiter. Une couleur distincte et une lettre, suivie d'un numéro incrémental unique, va permettre d'identifier le graph-set partiel. En bleu, la lettre G, les graph-sets forçables. En jaune, la lettre E, les graph-sets partiels encapsulation. Et en violet et M, les graphes partiels expansion d'une macro-étape. Selon le standard, pour établir les liens et les commandes entre les graph-sets partiels, des instructions et des étapes spécifiques doivent être utilisées. En plus des étapes initiales et normales, des nouvelles étapes sont proposées dans la liste. On les utilisera pour établir les liens des graph-sets partiels expansion d'une macro-étape ou encapsulation. La macro-représentation débutera par une étape d'entrée et se terminera par une étape de sortie. Après avoir sélectionné la macro-représentation, elle va se voir attribuer un numéro unique qui va être affiché en bas à gauche du cadre. Ce numéro va permettre d'identifier le graphe macro-étape lors de son association à une macro-étape. La référence de la macro-étape s'inscrira en haut à gauche du cadre. Pour la commande encapsulation, une étape encapsulante doit être utilisée. Elle peut être de type initial ou elle peut être de type normal. Dans le graph set partiel encapsulation, on doit insérer une étape lien d'activation qui elle aussi peut être normale ou initiale. Elle va permettre d'identifier et de faire le lien avec l'étape encapsulante. Donc après avoir délimité le graph set partiel encapsulation, on va pouvoir sélectionner l'étape encapsulante qui le commandera. La référence donc s'inscrit dans le cadre en haut à gauche. De même, dans l'étape encapsulante, on fera référence
à l'encapsulation qui lui est associée. Pour les forçages, les étapes devant être forcées dans un graphe set partiel forçage vont être désignées dans l'étape forçante par un ordre de forçage. Celui-ci va indiquer le numéro du graphe ainsi que les numéros des étapes qui seront forcées. L'ordre de forçage se compose en deux temps. La sélection du graphe à forcer, tout type de graphe encapsulé ou macro-étape peut être utilisé lors d'un forçage. Pour les étapes, on pourra sélectionner les étapes de façon individuelle. Une parenthèse vide indique la situation courante du graphe. L'astérix présente toutes les étapes du graphe, seront donc forcées, et init indique que seule l'étape initiale du graphe sera forcée. Il est important de respecter les niveaux hiérarchiques des graphes. Le graphe forcé doit toujours avoir un numéro de forçage, un niveau hiérarchique plus bas. Par défaut, le niveau hiérarchique le plus haut est le niveau hiérarchique 0. Les autres nouveautés portent sur les actions associées à une étape. Elles sont maintenant déclarées séparément et chaque action va pouvoir s'exécuter selon le mode qui va lui être attribué. Le mode de l'action peut être continu, mémorisé ou forçage. En mode continu, la condition d'assignation peut être une expression logique ou elle peut être dépendante du temps. En mode mémorisé, l'exécution peut dépendre de l'activation ou de la désactivation de l'étape ou d'un événement. En mode forçage, on retrouve les commandes vues précédemment. Une action en mode continu, sans condition d'assignation, verra la variable de sortie activée tant que l'étape sera active. Lorsque la condition d'assignation est une expression logique, celle-ci sera inscrite en haut du cadre qui contient l'action sous forme d'une équation booléenne. L'action sera donc vraie lorsque l'étape est active et que la condition de l'expression logique devient vraie. Dans notre cas, il va falloir que le capteur A ou le capteur B ne soient pas vrais, donc les deux ne soient pas vrais, pour que l'expression logique soit complétée. Dans le cas d'une assignation dépendante du temps, la variable qui contrôle le déclenchement de cette temporisation sera indiquée donc sur la partie supérieure du cadre et la durée indiquée avec l'unité après la valeur, après le nom de la variable. Donc ici, on voit que la condition de l'action montée devient vraie après que la variable BP1 ait été activée pour plus que 1,5 secondes. Dans le cas d'une assignation retardée, celle-ci dépendra de l'état de l'étape. Ici, donc l'étape 15, à l'activation de l'étape 15, on attendra donc 3 secondes avant d'activer l'action. Dans le cas d'une assignation limitée dans le temps, donc même contrainte, elle dépend donc de l'état actif de l'étape et la durée de l'activation de la variable sera en fonction de la valeur de temps définie. Donc ici,
on reste actif pendant 2,4 secondes tant que l'étape est active. En mode mémorisé, même chose, on retrouve donc la condition de l'action. Dans ce cas-là, on a une équation, c'est-à-dire que l'on va assigner à la variable numérique consigne la valeur de la longueur, une autre valeur numérique, plus 3. Et ici, on voit que une flèche indique le type d'exécution d'action, c'est-à-dire à l'activation de l'étape. Donc, lorsque l'étape deviendra vraie, la valeur de consigne se verra assigner la valeur de la longueur plus 3. Et lorsque l'on va quitter l'étape, la valeur de la consigne va être conservée selon le calcul fait précédemment. À la désactivation de l'étape, donc on retrouve des flèches descendantes. Ici, on a deux actions simultanées. Donc la bobine A va être remise à 0 et la bobine B va être mise à 1. Donc ici, on utilise une action de type impulsionnel. À l'activation de l'étape 7, donc on a un certain état pour la bobine A et la bobine B. Et lorsque l'étape va devenir fausse, donc à 0, retourner à 0 au front descendant, on tombera donc avec une bobine A remise à 0 et une bobine B mise à 1. L'exécution sur événement, elle porte sur une condition logique et à l'apparition de cette équation logique, lorsque celle-ci devient vraie, on va exécuter la mémorisation. Donc toutes les actions mémorisées vont toujours contenir une variable d'activation égale 1 ou une variable de désactivation égale 0. Donc lorsque la variable, la condition fin de course O et le front montant éventuellement de la variable FC bas deviendront vrais, donc on peut combiner des fronts montants sur l'événement. L'événement en tant que soi est FCO et le front montant de la variable bas. Donc lorsque ces deux conditions vont apparaître, on mettra à 1, donc vrai, la variable de sortie de l'action descente. Ici, on a quelque chose d'un peu plus complexe qui comporte donc des tests sur des variables numériques. Ce que l'on souhaite faire, donc, c'est de regarder est-ce que la vitesse devient supérieure ou égale à la consigne. Donc, cette condition-là, est-ce que j'ai un front descendant, c'est-à-dire j'ai la perte de cette condition de vitesse supérieure à la consigne. À ce moment-là, je vais assigner à la variable numérique distance la valeur de la position A moins la valeur de la position B. Donc, dans notre exemple, on voit que la distance, sa valeur courante avec la valeur de la position A et B, donc 12 et 13, donc valeur 15. Lorsque la valeur de la vitesse va devenir inférieure à la valeur de la consigne, inférieure ou égale, donc à cet instant-ci, on va modifier la valeur de la distance pour qu'elle devienne égale à la valeur de la position A moins celle de la position B. Donc 12 moins 3 devient 9. Une autre condition aussi sur événement qui utilise à ce moment-là des instructions avancées que l'on va voir dans le jeu d'instructions un peu plus loin, va permettre d'exécuter des routines ou des sous-programmes ou des appels à des applications externes, des ouvertures de fichiers ou de lancer des sous-routines, va pouvoir s'exécuter sur le front montant d'une variable qui s'appelle, dans notre cas, délai. Pour les actions de forçage, donc on les a vues précédemment, les actions sont liées au graphe partiel que l'on souhaite forcer. Donc un forçage dans un état vide, donc aucune étape de ce graphe partiel ne sera activée lorsque l'on sera dans l'étape 12.
Dans le cas de l'étape 10, le graphe partiel G1 verra son étape 2 et 5 activées. Les autres seront désactivés. Dans l'étape 11, on conserve donc la situation actuelle du graphe partiel et on est en condition, disons, de figeage, c'est-à-dire que même si les valeurs des transitions deviennent vraies dans ce graphe, on va rester dans les étapes, tant et aussi longtemps que la condition de forçage créée par l'étape 11 sera active. Dans le cas de l'étape 14, on force le retour à l'étape initiale du graphe partiel, du graphe forcé. Lors de l'ajout d'une action dans l'étape, des listes déroulantes vont permettre de sélectionner le mode et la condition d'assignation ou le type d'exécution de l'action dans le cas du mode mémorisé. Selon le cas, des commandes guidées vont s'afficher pour permettre l'ajout ou l'insertion d'une variable déjà existante, et il existe aussi une commande pour insérer des opérateurs. Une nouvelle catégorie d'opérateurs a été ajoutée pour permettre la conversion des formats entre les variables. Pour les transitions, la réceptivité peut être toujours vraie, une expression logique, ou elle peut être dépendante du temps. De la même manière que pour l'action d'une étape, des commandes guidées s'affichent pour permettre l'insertion ou la création de nouvelles variables, et on permet aussi l'insertion d'opérateurs dans le cas des expressions logiques. Pour rappel, voici les principaux points de l'atelier Graph7 CEI 60-848. Un nouvel atelier SFC Graph7 fait partie des nouveautés d'Automation Studio. Lors de la sélection d'un document SFC Graph7, le modèle SFC IEC 61131 est proposé. Cet atelier suit les exigences du standard international qui porte sur les langages de programmation des automates programmables. Cet atelier est utilisé de la même façon qu'un outil de programmation et tient compte des spécificités des automates programmables. Les actions associées à une étape sont déclarées séparément et selon le standard, un qualificateur est assigné à l'étape afin de définir le comportement de l'action lorsque cette étape sera active. Le qualificateur est affiché à droite de l'étape. Il permet différents comportements, soit mémorisés, impulsionnels ou basés sur le temps. On peut aussi faire des combinaisons de ceux-ci. Après l'ajout d'une action dans une étape, une liste déroulante permet de sélectionner le qualificateur. L'action par défaut est de type booléenne. Les commandes guidées s'affichent pour l'ajout de la variable ou l'insertion d'une variable déjà existante. La façon dont l'état de la variable booléenne sera contrôlé lorsque l'étape est active dépend donc de son qualificateur. Pour une action booléenne, il n'est pas possible d'utiliser une expression logique.
Pour les qualificateurs basés sur le temps, la durée sera affichée entre le qualificateur et les variables booléennes de sortie. Pour les actions booléennes, on retrouve sensiblement les mêmes fonctions que pour le graph set, donc de l'atelier présenté précédemment. Une action non stockée, n, va maintenir l'action sur la variable de sortie tant que l'étape sera active. Dans le cas d'une action booléenne limitée dans le temps, l'indication L pour la limitation, la valeur du temps et son unité et l'action associée. Donc dans notre cas, l'action L va être maintenue pendant 1 seconde pendant la durée d'activité de l'étape 7. Différé donc, ou retardé, la durée est indiquée avec son unité, le qualificateur D, et dans notre cas, l'action va être activée après la durée du délai spécifié, tant que l'étape active, l'étape 15, va être maintenue. Les actions stockées. Les actions stockées vont permettre donc une mémorisation de l'action. Ici, limitée dans le temps, donc cette action va être limitée à une durée de 1 seconde pendant l'activité de l'étape. Ce qui est important, c'est que les actions de type stocké vont devoir faire appel à des conditions de relâchement. C'est-à-dire que l'action, si quelquefois la durée de l'étape est plus courte que la durée de la limite, c'est-à-dire de 1 seconde, si j'arrête par exemple l'activité de l'étape X18 au bout d'une demi-seconde, l'action va être maintenue, même après avoir quitté cette étape qui l'a activée. Donc il est important d'avoir une condition de reset ou de remise à zéro associée à l'étape, de façon à ce que l'action, dans notre cas l'action SL, soit relâchée. Même condition pour stocker et différer, donc on attend un certain temps avant d'activer, et l'action, comme on le voit ici, va être maintenue après l'activité de l'étape qui l'a activée. D'où l'importance d'avoir une condition de relâchement qui peut être placée un peu plus loin ou dans un autre graphe, une condition R de relâchement pour permettre de relâcher l'action de l'étape qui a été activée à l'étape 9, donc l'action SD. Donc SD va être relâchée, comme on le voit ici, lorsque l'étape 20 va devenir active. Même chose ici, différé et stocké. Donc dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est que on attend et ensuite on stocke. Ici, on stocke et éventuellement on attend. Donc ça nous revient à parler de l'action de type actionné stocké et arrêt prioritaire. Donc le qualificateur R indique une action prioritaire. Donc à tout moment, lorsqu'une étape de type R est activée, on va pouvoir préciser quelle est l'étape qui contient une action avec mémorisation ou stocké, quelle est l'étape que l'on souhaite relâcher. Au niveau des actions de type impulsionnel, donc qualificateur P, on voit que à l'activation de l'étape pour un cycle d'automate ou du contrôleur, on va maintenir l'action. Donc l'intérêt des actions impulsionnelles, c'est parfois pour la remise à zéro de compteur ou lancer des routines de calcul, donc des choses qui ne doivent pas être maintenues pendant trop longtemps. Donc ici, on utilise le cycle. Impulsion sur un front montant, donc sensiblement la même chose. Hein. Ici, on dure la durée d'un cycle. Et sur le front descendant, même condition, mais au relâchement de l'étape. Donc cette action va être activée après le relâchement de l'étape pour une durée d'un cycle. Pour l'expression des actions et des réceptivités,
Le nouvel atelier permet l'utilisation des langages structurés, ST, et diagrammes à contact, LD. Le langage structuré est utilisé pour conditionner l'action pendant l'activité de l'étape. Après l'ajout d'une action, qui doit être de type non booléenne, la liste déroulante permet de sélectionner le langage structuré. Des commandes guidées vont permettre l'insertion et l'ajout de variables, ainsi que l'insertion d'opérateurs. Des nouvelles catégories d'opérateurs sont disponibles pour traiter les variables de l'automate, des variables de conversion, de date et temps, ainsi que des chaînes de caractères. Le langage structuré est aussi utilisé pour l'expression logique de la réceptivité d'une transition. La liste déroulante donc permet de choisir le langage structuré. Le diagramme échelle peut aussi être utilisé pour conditionner l'action pendant l'activité de l'étape. Après l'ajout d'une action non booléenne, la liste déroulante permet la sélection du diagramme à contact ladder correspondant à l'automate sélectionné. Il faut ensuite sélectionner la sous-routine qui spécifie la logique à traiter. Ces différentes sous-routines doivent avoir été préalablement définies dans l'éditeur associé à l'automate programmable. Une instruction spéciale a été ajoutée dans l'éditeur de diagramme à contact de l'automate sous la rubrique composant SFC. Il s'agit du rail de puissance SFC. L'action doit être déclarée dans ce rail à l'aide de des instructions de l'éditeur de diagramme à contact, des instructions standards. Le numéro de la routine servira de référence lors de l'association de l'action. De même, l'éditeur peut être utilisé pour définir les conditions de réceptivité. Dans ce cas, une instruction spéciale, bobine SFC, a été créée. La réceptivité doit être déclarée dans un rail de puissance SFC à l'aide des instructions standards de l'automate et l'instruction bobine doit terminer le traitement. C'est cette bobine qui permettra l'activation de la réceptivité dans le graph set. Des nouveaux opérateurs sont disponibles pour traiter les variables de l'automate et programmer des traitements avancés. Parmi ceux-ci, on retrouve les opérateurs avancés suivants. Ils sont regroupés sous l'onglet Autres. Les autres instructions permettent les traitements de conversion, de temps et de date, ainsi que des chaînes de caractères, le tout étant compatible généralement avec ceux que l'on retrouve dans l'automate programmable. Pour rappel, voici les points principaux de l'atelier SFC CEI 61131. Ok, donc maintenant je vais pouvoir repartager mon écran. Ok, parfait. Donc merci Jackie pour cette présentation. On a quelques questions. Donc la première question que l'on a, c'était
Jackie, est-ce qu'on peut englober plusieurs graph-sets partiels pour effectuer un ou plusieurs forçages? Alors, Jackie, est-ce que tu es toujours là, Jackie? Est-ce que Jackie, tu es toujours là? Je pense qu'il a un problème de... Ah, Oui, voilà, je vais ok. essayer de partager mon écran donc. Ouais, je vais te ouais, j'ai repartagé, donc je te remets présentateur. Encore, j'ai repris l'écran, je te remets en tant que présentateur. Voilà, tu peux maintenant représenter ton écran. Donc la question c'est de savoir si il est possible donc d'imbriquer, d'utiliser des imbrications multiples au niveau du forçage. Donc oui, il est possible. Donc de la même façon que l'on sélectionne un seul graphe partiel, d'utiliser une encapsulation de plusieurs types de graphes partiels, qui soient encapsulation, macro-étape. Ce qui est important, c'est toujours de maintenir un niveau hiérarchique, de respecter les niveaux hiérarchiques de façon à ce que le graph set qui force soit de niveau supérieur, donc généralement 0, pour pouvoir forcer des graphes de catégorie hiérarchique plus basse. Ok, parfait. Et est-ce que, parce que là on en voit plusieurs couleurs, est-ce que des couleurs associées à des graph sets partiels peut être configurables? Pour le moment, donc on a sélectionné des couleurs par défaut qui ne sont pas modifiables. Bon, ça sera peut-être une évolution dans le futur. Ces couleurs-là ne sont pas des couleurs normalisées, c'est simplement pour une facilité de repérage et d'aider un petit peu au niveau de l'édition. Ok, parfait. Est-ce que aussi peut-on copier-coller un graph set partiel? Oui, il n'y a pas de contrainte. Donc, de la même façon que l'on copie des parties de schéma avec le CTRL-C ou le menu de copier et coller hein, des sous-menus, il est possible de sélectionner un graphe et de le copier. Le problème restera quand même de s'assurer de la renumérotation, s'assurer donc la renumérotation des étapes va être effectuée, mais de s'assurer que les liens au niveau des appels de forçage, par exemple ici on voit qu'on a conservé la même instruction, c'est-à-dire qu'on force le graphe précédent, donc de faire des modifications au niveau de la sélection des graphes partiels. Même chose au niveau des encapsulations, donc de s'assurer que les étapes et les liens sont convenablement définis. Ok, parfait. Je regarde dans les questions, je pense que c'est tout concernant le graph set. Alors on a deux questions pour le SFC. Il y en a une, quelqu'un demande, peut-on utiliser la macro-représentation en SFC? Non, non. Donc le SFC se limite uniquement aux étapes initiales et aux étapes normales. Les notions d'encapsulation, forçage et macro-étape est uniquement disponible en graph set. Donc selon le standard IEC 6848. Ok, mais ça c'est donné par le standard. Oui, oui. Ok, parfait. Et aussi une autre question, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs langages dans un même SFC? Oui, bien sûr. Donc je vais simplement une action. Donc si on revient par exemple ici au niveau d'une action, j'ai possibilité de sélectionner une première action qui est en diagramme échelle, mais je peux en rajouter une autre qui peut être de type booléenne ou éventuellement utiliser un autre éditeur de ladder et d'utiliser à ce moment-là les routines qui seraient associées. Ici, par exemple, donc je pourrais avoir des routines d'automates programmables différents ou éventuellement utiliser du texte structuré.
OK, Donc il y a pas de limitation dans ce cas-là. parfait. Et donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux, technologies, des nouveaux ladders par exemple qui seront développés, ça fera en sorte d'être connecté aussi? Définitivement, définitivement. OK, Donc parfait. on va retrouver le même principe, donc un onglet pour les composants SFC dans lequel on va retrouver généralement le barreau principal et Mmh. la condition de transition. OK, parfait. Je regarde, est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui ont été posées en plus? Non, je regarde, non, c'est bon. Donc, bah, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais au début, la séance a été enregistrée et nous vous enverrons donc le lien, pour pouvoir revoir, ce webinaire. Lors de la prochaine séance, en fait, nous couvrirons, toutes les nouveautés, sur la partie électrique. Donc nous espérons vous revoir à cette séance et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement ou passer par notre site web via l'onglet Contact. Merci à tous et à toutes. Merci Jackie et à bientôt.